Madame, Monsieur, bonsoir. Question majeure met le doigt ce soir sur une actualité qui suscite pas mal d'interrogations dans plusieurs contrées du monde. Vous le savez, le président américain Donald Trump a ordonné la suspension pour 90 jours des programmes d'aide étrangère des États-Unis. Voilà, c'est une décision destructrice pour certaines populations dépendantes, au dire de certains. Une certaine opinion considère par contre que ce gel de l'aide étrangère est salvateur, une aubaine pour les pays africains de s'affranchir, d'autant plus que certains pays comme ceux de l'AES, par exemple, sont dans une posture d'une réelle souveraineté. En tous les cas, nous avons 4 chroniqueurs autour de ce plateau pour en parler. Quel est votre avis, monsieur? Il faut dire que nous avons avec nous Siaka Coulibaly, il est analyste politique. Bonsoir, monsieur Coulibaly. Bonsoir, madame. Gervais Nadambega est ingénieur de développement rural. Bonsoir, monsieur Nadambega. Avec nous, Adama Sigire, enseignant. Bonsoir, monsieur Sigire. Bonsoir, madame. Ravi de vous retrouver. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, nous avons également Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir, monsieur Bayala. Bonsoir. Bienvenue à tous. Merci. Je commence donc par paraphraser Thomas Sankara qui dit que tant que l'aide ne nous aide pas à nous départir de l'aide, il faut simplement s'en débarrasser pour simplement dire qu'il y a des intérêts cachés derrière cette aide étrangère au développement. Quel est votre avis sur le sujet, monsieur? Quels sont selon vous les fondements de cette aide? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière ces généreux donateurs qui veulent aider l'Afrique à se développer? Je commence par vous, monsieur Coulibaly. Oui, merci. Il faut dire que cette question, la décision de M. Donald Trump de suspendre l'aide internationale des États-Unis pour 90 jours, afin de faire ce qu'il a appelé un assessment, une évaluation de l'efficacité de cette aide, il faut d'abord le considérer du point de vue de la politique américaine elle-même et des tendances que Donald Trump cherche à imprimer à l'Amérique pour le moment. Il voudrait que les États-Unis passent à une gouvernance où les ressources valent ce qu'elles sont et qu'il n'y ait pas de gaspillage de l'argent des Américains. Et ils en ont besoin pour relancer les États-Unis. Comme vous connaissez son slogan de campagne, les 2 fois où il a été président, « Make America Great Again », qui signifie ramener les États-Unis au premier plan. Donc pour cela, il faut de l'argent, il faut des moyens, et surtout, il ne faut pas gaspiller. Donc la mesure s'inscrit d'abord dans cette dimension, oui, une dimension purement de politique intérieure, même si il y a une dimension extérieure également, parce que l'aide internationale américaine était devenue très importante en termes de volume et en termes donc d'impact sur les autres pays du monde. Et il avait promis pendant sa campagne, il a fait la mesure de suspension de l'aide internationale des États-Unis, commencer par la fermeture de l'USAID, qui est l'agence par laquelle les États-Unis passent pour dispenser leur aide. Et à certains niveaux, l'aide internationale des États-Unis, pour certains pays, peut-être pour les pays africains, on peut dire que la dimension humanitaire et la dimension développement primaient, mais il y a d'autres dimensions qui portent à question, notamment celles qui se déployaient dans les pays développés comme les pays de l'Union européenne ou de l'Europe de l'Est, où on a vu que cette aide-là a aussi servi à financer les révolutions de couleur dans certains pays, Géorgie, Lettonie ou autres, oui, et que cette aide, même en Ukraine aussi, a eu quand même des conséquences d'achat de certaines terres qu'on a vu après donc avec la guerre Russie-Ukraine. Et on a une approche donc de cette aide qui, en tout cas, n'était pas tout à fait pour le développement des pays dans lesquels l'aide s'était déployée. Pour finir, on a vu aussi que la propagande occidentale qui tendait à faire imposer le narratif occidental
sur le monde entier, en termes de modèles politiques, des modèles économiques, des modèles sociaux. Cette propagande-là était financée également par l'USAID. Donc on a appris très récemment qu'en France, pour prendre ces cas, il y avait 6200 journalistes qui étaient payés par l'aide américaine, donc afin de déployer un certain discours bien précis. Et vous savez qu'en France, encore, chaque jour, il y a 200 personnes qui montent sur les médias avec un seul message que tous convergent pour imposer cette idée dans les esprits des gens. Et vous avez vu certains journalistes, lorsque des événements se déroulaient, par exemple au Burkina Faso, et je me rappelle un certain Vincent Hervoué, qui avait l'art de détruire l'image du Burkina Faso dans certains éditoriaux. Et il fait partie donc de ce bloc-là. Donc 6200, vous voyez ce que ça fait comme volume d'argent. Et l'efficacité, c'est d'imposer aux gens certaines façons de voir les choses, certaines idées. Jusqu'à présent, nous avons encore des Burkinabés, des Africains, qui croient en tout ce qui se dit dans les médias. Mais justement, quelle est la coloration que vous donnez justement à cette aide étrangère qui est orientée vers les pays comme le Burkina, en tout cas les pays de l'Afrique subsaharienne? Pour les pays comme le Burkina Faso, on a dit, en première vue, c'est de l'aide de développement et l'aide humanitaire, puisque même le gouvernement reçoit de l'argent pour certains programmes, certains projets. Et apparemment, on a l'impression que c'est dans ce sens que les choses se déroulent. Mais tout le monde sait que le Burkina Faso, par exemple, a longtemps été un pays sous néocolonisation. Et il y a des mécanismes du néocolonialisme qui sont financés de façon occulte. Donc on n'a pas de traces transparentes des transferts d'argent, mais on sent des gens qui agissent par des réseaux et des entreprises qui gagnent des marchés publics, etc., etc. Donc on peut penser que l'aide internationale, notamment celle qui provenait des États-Unis, peut avoir également servi à animer cette néocolonisation. Je vous donne la parole, monsieur Nadambega. Moi, je vais être un peu plus poussé sur le fait que l'aide n'est pas ce que l'on entend généralement de l'aide. En fait, lorsque vous prenez la colonisation, parce que c'est de là que ça a commencé, après les deux premières guerres mondiales, la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été créé le fonds de développement. Et le fonds de développement, c'était quoi ses objectifs? Deux essentiellement. Un, soi-disant moderniser la vie effectivement des colonies. Mais en termes de moderniser la vie des colonies, c'était quoi? C'était améliorer le transport pour pouvoir transporter effectivement à la métropole, comme on l'appelait, les richesses effectivement du milieu. Le bois de Koumé, citer, et on peut les citer. Les chemins de fer. Quand on a construit les chemins de fer, ce n'était pas sur la base effectivement de prospectives de développement des anciennes colonies. Non. C'était quoi? C'était juste effectivement pour pouvoir transporter les minéraux à... Vous voyez qu'il y a eu effectivement des soulèvements populaires pour demander au moins que les gares que ça traverse là, on puisse transporter effectivement des individus, effectivement que les populations, leur vie et leur bien, c'était rien, c'était pas leur préoccupation. Donc c'était pas du développement de l'Afrique, des pays africains qu'il s'agissait. Il s'agissait simplement de faciliter les mécanismes d'exportation, de vol et de pillage. Et puis, les années d'indépendance, soi-disant, sont arrivées. Et quand c'est arrivé, on a juste changé de stratégie et d'appellation. Au lieu de parler effectivement on a dit maintenant que c'était de la coopération. Et sous la grande appellation, l'étiquette effectivement de coopération, on en parlait tantôt en marge, tout est arrivé. Prenez les accords et tu parlais effectivement de mécanismes qui ne sont pas visibles, mais les mécanismes étaient très visibles, puis c'était devenu effectivement des contrats, et des contrats léoniens. Et c'est ces contrats qui viennent effectivement d'être révoqués. Mais ça ne veut pas dire effectivement parce que les contrats sont révoqués, c'est terminé. Je prends effectivement le monde du développement pour dire qu'en fait, eux ont compris qu'il fallait effectivement changer rapidement de nom. C'est nous qui sommes encore dans les hésitations. Si vous prenez le Canada,
le Canada est passé de l'Agence canadienne de développement international qui mobilisait effectivement des ressources au niveau du Canada, au niveau des populations, avec effectivement pour un tiers de sous mobilisés par une certaine population. Le gouvernement donnait effectivement 2 tiers pour aller effectivement au développement. Mais on sait effectivement ce que, par ailleurs, ça permettait de faire repartir effectivement dans ces pays. Par la suite, avec l'évaluation qui est arrivée, ça s'appelle aujourd'hui quoi? Global Affairs Canada. Ce qui veut dire effectivement quoi? Affaires mondiales Canada. Et ils se définissent très bien pour dire qu'ils font la promotion commerciale effectivement dans le monde. Donc c'est sous cet angle qu'il faut voir ça. Parce qu'ils sont allés à l'ouverture, à la franchise, à l'honnêteté. Vous prenez effectivement même les États-Unis, on est en train de parler des États-Unis. Les États-Unis, il y a plus de 2 décennies qu'ils disent trade and not aid. Pour dire effectivement qu'ils font du commerce, ce n'est pas de l'aide qu'ils font. Donc c'est très clair que ce qu'ils disent revêt effectivement, explique effectivement les mécanismes qu'ils sont en train de faire. Vous prenez effectivement la Grande-Bretagne, parce que c'est les grands pays effectivement qui financent. Vous verrez effectivement que la Grande-Bretagne finance par un outil qui est l'agence britannique de développement qui s'appelle UKA Match. Quand vous prenez UKA Aid, vous voyez effectivement que c'est l'aide, mais très à côté, ils ajoutent Match. Pour dire quoi? Ça va matcher avec ce que l'on rapporte. Même si on ne le dit pas, on regarde effectivement le grand M à côté de UKA Aid. Et vous prenez effectivement l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, c'est très clair. Et analysez effectivement le mécanisme. L'Union européenne a un répertoire en ligne que l'on appelle effectivement PADOR. C'est quoi le PADOR? Le PADOR, c'est le mécanisme digital par lequel toutes les organisations non gouvernementales, qu'elles soient effectivement locales ou internationales, s'inscrivent pour être évaluées en vue effectivement de pouvoir recevoir des fonds publics de ce qu'on appelle effectivement l'APD, l'aide publique effectivement au développement. Et, c'est court ici pour revenir, mais je tiens à finir effectivement au niveau de l'Union européenne. Quand vous observez effectivement les fonds qui sortent, au finish après toutes les évaluations, ne comptez pas les petites pécadilles de 1 million de francs, 2 millions de francs qu'on donne à une organisation de village, et ça pour faire effectivement acheter 2 chèvres, 3 chèvres pour produire. Si vous prenez effectivement les 5 milliards, 10 milliards que l'on donne effectivement au Sahel, dans 3-4 départements, pour 3 ans, vous verrez que ce n'est pas attribué directement à une organisation locale, mais c'est attribué à une organisation enregistrée effectivement en Europe. Et c'est cette organisation qui choisit effectivement avec qui travailler sur le terrain comme opérateur. Et puis, si vous analysez la structuration effectivement du financement, vous verrez qu'au niveau du overhead, c'est-à-dire fait administratif externe, vous êtes à près de 17%. Donc 17% de ce qui est financé repart en cash. Pour financer quoi? Pour financer la vie de la structure en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Pour dire effectivement, et ça va être comptabilisé comme une aide effectivement au développement. Et ça, alors que ça se trouve être de l'argent que nous prenons sous notre nom, sous forme de prêt. Parce que quand vous prenez des agences effectivement comme, et je cite par exemple l'AFD, l'Agence française de développement, en fait, beaucoup pensent effectivement quand ils entendent l'AFD que c'est comme effectivement les 3 lettres que l'on sort pour désigner effectivement les associations, et donc c'est une ONG, mais c'est une banque qui fonctionne comme une banque. Et à partir de ce moment, les fonds qui sont donnés doivent être effectivement remboursés. Ce n'est pas parce qu'effectivement c'est à long terme ou à moyen terme. Il faut noter effectivement le fait que c'est... Mais, bien que ce soit effectivement un prêt, c'est eux qui vont décider de... Mais je précise, je viens encore à un autre aspect, qui est la couverture, pour inviter effectivement nos citoyens à observer et chercher à comprendre. C'est la couverture effectivement des financements par, soi-disant, chaque donateur. Je prends effectivement l'AFD une fois de plus. Si vous voyez, quelle est la zone d'intérêt? C'est la zone de production du coton. Et dans la zone de production du coton, on va nous prêter de l'argent. Et on nous dit, c'est pour construire des écoles. C'est pour construire effectivement des dispensaires. Mais ces dispensaires, c'est pour faire quoi? C'est pour entretenir les populations qui ne sont en fait, quand vous analysez, que des producteurs agricoles français de peau noire en terre africaine. La main-d'œuvre.
C'est la main-d'œuvre. Donc, en fait, ce ne devrait même pas être du prêt. Donc, c'est dire effectivement que ce qu'il. Pour finir, hein, monsieur D'accord, ok. Je pense que l'aide, pour finir ici, l'aide doit changer de nom. Parce que c'est à partir de ce moment qu'on se dit, oui, regardez effectivement la Russie. La Russie n'aide pas. Hein, elle ne vous donne que des armes, etc. Mais la Russie, la Chine, ils sont clairs. Ils viennent, ils veulent effectivement quelque chose et ils le précisent. C'est à vous de vous former et d'avoir effectivement des institutions qui vont aux négociations bien formées et sans complexe. Merci. Vous m'amenez, monsieur Nadambega, à citer une économie zambienne du nom de Dambisa Moyo, qui parle d'une aide fatale. Pour elle, l'aide étrangère est le vrai problème de l'Afrique. Et je m'explique, elle dit que dans les années 70, 10% de la population africaine vivait avec moins $1 par mois, par jour plutôt. Et que plus de 30 ans après, on dénombre plus de 70% de la population africaine qui est pauvre, alors que dans le reste du monde, le développement se poursuit. Et je donne la parole à Imhotep Bayala. Est-ce que vous partagez justement son point de vue? Oui, Dambisa Moyo, c'est une de mes grandes inspirations en matière de rigueur, en matière aussi de courage. Courage intellectuel, vous savez que le courage, c'est ce qui manque à beaucoup de sachants. Une chose est d'avoir des connaissances et une autre est d'avoir le courage de les porter à la connaissance du public. Et c'est ce qui manque criardement à beaucoup d'Africains qui sont assis sur des piles de connaissances, mais qui refusent, pour les prébendes des tables coloniales, de les livrer au peuple afin d'engager leur véritable émancipation. Et Dambisa Moyo est cette cadre des institutions internationales, ayant intervenu dans plusieurs organismes des Nations Unies et qui, à travers son ouvrage « L'aide fatale », a le courage de remettre en cause un mécanisme auquel elle a participé de bonne foi, parce que beaucoup de fonctionnaires internationaux, quand ils sont recrutés, on fait la fête. On pense que c'est un statut véritablement, c'est bien sur le plan professionnel, mais on devient fonctionnaire international au service de ces populations, ou bien on devient fonctionnaire international pour participer à une œuvre et à une machination bien planifiée de déstructuration de nos économies, sinon de développement de la pauvreté à grande échelle. Et elle dénonce ce système en disant que presque 70% des fonds alloués aux organismes internationaux reviennent à payer les salaires, à garantir à des gens qui dormaient à Paris dans des studios de moins de 12 mètres carrés, à avoir des villas cossues avec piscine et qui peuvent d'un statut d'éleveur de poules en province française devenir... je pense qu'il faut changer d'exemple. C'est important de le dire, de dire jusqu'à quel niveau nous souffrons du fait de ces concepts enveloppés, mais qui nous piègent et qui nous empêchent effectivement de nous émanciper. Donc quand on prend 70% de toutes ces ressources des organisations internationales, elles servent à entretenir le personnel, à assurer les nouveaux moyens roulants qui vont sortir et à offrir un confort, un grand luxe. Et comme Sankara le disait, il dit souvent quand on voit les agents dédiés à l'aide humanitaire dans nos pays, on se demande à quel moment ils ont le temps de côtoyer le pauvre pour l'aider à résoudre ses problèmes. Toujours embrigadés dans des Cadillacs blindés, vitres fumées foncées, ne le permettant pas de voir au feu le pauvre qu'il doit assister, le malade qu'il doit assister. Je pense que cette image traduit à souhait toute la description rigoureuse que Dambisa Moyo a fait. Et moi j'invite, en résumé, les Africains à s'approprier de cette analyse suffisamment courageuse et audacieuse qui met à nu l'arnaque, toute l'escroquerie dont est fait les chantages des concepts de l'aide au développement. Et il y a Jean-Paul Pougala qui nous questionne à travers géopolitique économique sur de qui des Occidentaux et des Africains est pauvre. Qui doit voler au secours de qui? On prend l'assiette des ressources naturelles.
On prend l'assiette de la qualité de la ressource humaine, très adaptée à toutes les formes de climat. Seul l'Africain peut évoluer dans plusieurs sphères suffisamment difficiles et pouvoir se maintenir. Il nous dit que quand on prend dans les forêts du Cameroun ce citoyen qui, pour se nourrir à midi, va cueillir une banane plantain naturelle, qui n'a pas été ravagée et polluée par les produits chimiques, et qui, en rentrant avec sa banane, tue une biche naturelle dans un écosystème non violenté par les produits chimiques du monde moderne ou du monde occidental, et qui se fait un repas du soir. Oui. Quand on évalue les valeurs nutritives de ce repas, on évalue le process non agressif au reste de l'écosystème, et on évalue maintenant le prix de revient de ce repas. Qui mange plus cher, bien et en bon état? Mais malheureusement, on dira que celui qui mange des produits de l'industrie agroalimentaire occidentale, lui il est moderne et il est même plébiscité alors qu'il est menacé par tous les types de maladies que nous connaissons. Alors que l'autre est encore dans un autre modèle. Et Dambisa Moyo vient renchérir cette analyse de Jean-Paul Pugala pour enfin dire que bravo à Donald Trump qui emboîte les pas d'Emmanuel Macron pour accélérer le réveil africain. Ce réveil endormi est piégé par les réflexes d'assister permanent, comme le dit Sankara, qui attendent que leurs responsabilités propres soient prises en charge par de généreux donateurs, et pourtant qui n'existent pas à travers les deux analyses que les deux aînés ont fait. Oui. Mais moi je voudrais que nous prêtions attention à l'aide comme un véritable instrument d'influence politique, diplomatique, économique. En un terme, en un mot, l'aide, elle n'a jamais, en tout cas dans son format occidental, été une réalité en ce qui concerne l'Afrique. Deux tableaux nous permettent de regarder l'aide quand il s'agit de l'appliquer aux pays occidentaux, c'est-à-dire entre eux, et l'aide quand elle est appliquée à l'Afrique. À travers le plan Marshall, l'Europe fut reconstruite, l'Europe fut libérée des hordes hitlériennes et engagée son progrès. La même aide, redirigée vers les pays africains, prend une autre connotation, celle d'assurer aux métropoles les matières premières permanentes. Le grand frère Nathan Bega le déroulait. Quand on dit qu'on met une école dans une zone au nom de l'aide, c'est pour entretenir la bonne santé mentale des producteurs qui sont comme des esclaves de champs, mais qui doivent avoir une bonne santé avec un centre de santé qui est également développé. Mais quand on regarde l'ensemble des clichés et des orientations politiques, idéologiques, qui viennent s'agripper à l'aide quand elle vient en Afrique, elle compromet même son projet final, c'est-à-dire celui de nous amener à quitter l'aide pour être responsables de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous avons toujours souhaité que tout homme, sans aucune arrogance, ayant besoin d'un autre, que cela ne soit pas à vie. Parce que l'aide, quand elle commence à s'éterniser, elle porte d'autres ambitions que celle d'être une aide. Et je pense que c'est encore Thomas Sankara, à travers son discours à l'ONU en 1984, qui le dit, à travers une citation de Jacques Giry, qui a travaillé sur un ouvrage collectif que le groupe du Sahel, dénommé l'avenir, le Sahel de demain, dit que l'aide, à travers ses mécanismes et son contenu, en ce qui concerne le Sahel, a plutôt été un élément accélérateur des inégalités, des injustices, et que la petite part de 30% de la globalité qui revenait à l'action entre griffes dite de développement, c'était pour entretenir la survie de nos populations. À partir de ces postulats-là, nous pensons que Dambisa Moyo, Jean-Paul Pugala, Thomas Sankara, Jacques Giry et nos dirigeants actuels
ayant anticipé, ont compris qu'il fallait bâtir notre confort et notre présence dans le monde, non pas sur une charité venant d'ailleurs, mais sur le sacrifice venant de nous-mêmes. Et je pense que c'est là où il y a une panacée. Et je finis en disant, pendant longtemps, nous avons porté les voix de la non-aide, qui est un instrument du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et nous avons eu en face, dans notre vis-à-vis, d'autres acteurs qui défendaient mordicus le maintien de l'aide. Et nous avons dit à l'époque, il faut prêter attention. Quand l'aide ne dépend pas de toi, il faut anticiper pour l'arrêter. Sinon, le propriétaire risque de l'arrêter sans que tu n'aies évacué tous tes engagements et tes besoins. Tu risques d'être abandonné en plein vol, comme Paris a su le faire avec le Sahel, malheureusement. Le propriétaire retire sa chose. Le propriétaire a retiré, nous laissant sans voix. C'est la panique générale. Alors M. Guiré, vous pensez que l'aide est une aubaine? Non, plutôt que la décision de Donald Trump, le président américain, est une aubaine, d'autant plus qu'à la lumière des arguments qui ont été développés tout à l'heure par les autres chroniqueurs, tendent à dire que l'aide au développement affaiblit les États africains. Oui, merci beaucoup, Madame Kéré. De l'aide au développement, parlons-en. Et les co-débatteurs ont brillamment développé sur cette question d'aide-là. Et moi, j'ai besoin de me poser deux questions qui relèvent de l'éthique. Voilà. Et ces deux questions, la première, c'est devons-nous nous passer de l'aide? Et la deuxième, la seconde, c'est pouvons-nous nous passer de l'aide? Alors, quand je prends devons-nous nous passer de l'aide, je pourrais dire que l'aide est inhérente à la vie humaine. Alors, toute personne a besoin d'aide, même nous qui sommes ici. Nous avons eu de l'aide pour arriver là où nous sommes. C'est difficile de se lever et de dire je n'ai besoin de l'aide de personne. Sincèrement, ce serait très prétentieux parce que de par le passé, de par la faiblesse même de la nature humaine, l'homme a besoin d'aide pour arriver quelque part. Quand nous naissons, nous avons besoin d'aide. Maintenant, pouvons-nous nous passer de l'aide? C'est là maintenant que la question devient importante parce qu'on peut aussi se passer de l'aide. Pourquoi? Il y a des aides qui ont service. Il y a des aides qui vous font reculer. Il y a des aides qui ne vous avantagent pas. Et maintenant, parlons de l'aide internationale, c'est là où effectivement il y a beaucoup de dangers. L'aide des États-Unis d'Amérique, surtout USAID, l'agence internationale, l'agence américaine de développement. Alors, qui a été créée, je crois, si je ne me trompe pas, en 1961. Donc, ça fait pratiquement près de 54 ans que ça existe. Mais concrètement, en Afrique, ça a apporté quoi? Ça fait reculer concrètement quoi? Est-ce que les pays africains ont pu finir avec le cycle de la pauvreté, avec le cycle de la violence, avec le cycle de tout ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous développer? On dit qu'on va vous aider pour le développement, c'est ça. Et après 50 ans, vous n'avez même pas de l'eau potable pour boire. Rentrez dans les quartiers de Ouagadougou. Et Ouagadougou est la capitale. Quittez Ouagadougou, moi j'aime le concret. Quittez Ouagadougou pour voir ce qui se passe. Vous n'avez même pas d'électricité, la maîtrise de l'électricité, vous n'en avez même pas. Et pourtant, il y a eu ce qu'on appelle la Banque mondiale, il y a eu FMI, il y a eu USAID, il y a eu toutes ces institutions qui ont dit qu'elles sont là pour vous apporter de l'aide. Et 50 ans après, madame, vous êtes à un certain niveau où vous n'avez même pas le minimum vital, le nécessaire pour survivre. Soyez sérieux, est-ce que c'est de l'aide? Il est temps que les Africains se posent de sérieuses questions, surtout en cette période cruciale. Et je pense que cette suspension de l'aide, annoncée par Donald Trump, que j'admire pour sa personnalité, parce que je l'ai dit, il faut que les Africains souffrent pour prendre conscience. Tant qu'ils ne souffrent pas, tant que... Non, c'est sérieux, sérieux. Il faut livrer les Africains à la souffrance. Il faut les livrer à eux-mêmes pour qu'ils prennent conscience qu'à 60 ans, on n'a pas besoin d'aide pour être quelqu'un. Un homme de 60 ans qui attend de l'aide, mais vous m'excusez, madame, c'est un vaurien. Mais Bayala a pris le cas du plan Marshall, juste après la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale, je suis pas historien, mais c'est en 1945. Ça fait 80 ans. Oui. Mais le plan Marshall qui a aidé à reconstruire l'Europe, est-ce qu'on parle aujourd'hui encore de plan Marshall? Non, on les a aidés, ils se sont construits et après on les a laissés, ils se développent eux-mêmes. Mais nous, après 60 ans, on continue chaque jour de parler de l'aide. Et de par le passé, tous nos dirigeants qui venaient comptaient sur l'aide pour construire des routes, construire des écoles, construire des centres de santé. Mais qui sommes-nous? Des damnés de la terre? Sommes-nous des damnés de la terre? Non, ce n'est pas sérieux. L'État, un homme honnête, même un individu honnête et sincère, doit avoir le courage de dire, comme Bala a dit, cette aide-là, je ne veux pas. Mais c'est souvent regrettable quand on voit le Burkina Faso devenir un dépotoir des aides.
On reçoit tout et pratiquement presque tout. Même ce dont on n'a pas besoin, on reçoit. Des dates, des nattes. Mais soyez sérieux. Des riz pourris. Des vaccins. Mais ça veut dire quoi, madame? Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Donc, pour récapituler et pour ne pas être très long, oui. Je n'ai pas dit que l'aide n'est pas nécessaire. L'aide est une nécessité. L'aide rentre même dans le cadre d'un besoin. Justement, quel genre d'aide? Maintenant, c'est comme je dis, il y a des aides qui ne sont pas nécessaires. Et à un certain âge, il faut avoir le courage de se départir de certaines aides parce que ça ne sert pas. Les pays africains doivent aujourd'hui assumer les responsabilités. Les pays africains doivent prendre leur destin en main. Et ici, surtout dans l'AIS, nous avons décidé de nous assumer. Il y a des aides dont nous pouvons nous en passer parce que ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas aujourd'hui compter sur le USAID, sur le FMI, sur la Banque mondiale, sur les institutions de Bretton Woods, comme on les appelle, pour construire des routes, pour nous manger. Mais si on ne peut pas aujourd'hui nous-mêmes avoir à manger, mais combien? M'excusez. Non, mais c'est sérieux. Si nous-mêmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas cultiver pour manger, mais c'est sérieux. Mais vous savez, madame, la dernière fois quand nous avons parlé de l'aide dans un groupe, quelqu'un y a dit que non, le catholique des États-Unis nous a permis quand même à l'école primaire de bien manger. Moi, je dis, mais oui, mais le mal est parti de là. Moi, je suis le fils d'un cultivateur. Effectivement, quand j'étais à l'école primaire, on vient donner de la nourriture à des enfants de paysans, de cultivateurs. Comment vous comprenez cela? Pour les rendre paresseux, fainéants, pour qu'ils ne cultivent pas et pour qu'ils ne s'intéressent même pas à l'agriculture. Comment vous pouvez venir donner de la nourriture à des fils de cultivateurs dont les parents ne savent que cultiver? Tout le mal est parti de là. Vous ne pensez pas quand même que cette aide a contribué à maintenir certains enfants à l'école? Oui, cette aide a contribué. En fait, ça a été, on dit qu'on veut vous sauver. En réalité, on veut vous maintenir dans la pauvreté, dans la misère crasse. C'est une triste réalité. Si on nous aimait autant, on allait montrer à nos grands-parents depuis lors comment on pouvait cultiver. Nous avons des vaillants cultivateurs, nous avons une vaillante population. On pouvait leur apprendre comment ces populations peuvent cultiver pour nous nourrir. Mais on vient de donner des catholiques liés là, et nous, à la récréation, on se bagarre à quoi de ça. Au final, même on quitte l'école, on ne veut même pas cultiver la terre. On attend qu'on vienne encore nous donner à manger. Non, je pense qu'il est temps que les Africains soient matures. Pour l'une des rares fois, qu'ils soient matures et qu'ils s'assument et qu'ils sachent que Dieu n'a pas créé un peuple pour répondre aux besoins d'un peuple. Dieu n'est pas si gentil pour le faire. Ce serait même utopique et enfantin et péril de continuer à croire que nous avons besoin de l'aide de toute forme d'aide pour nous développer. Ce n'est pas celui. Alors, je reste avec vous. Quel est votre avis justement sur cette aide qui prend la forme d'un soutien de la communauté internationale lors des cas de force majeure, les tsunamis, les inondations, où la communauté internationale se mobilise pour apporter un soutien aux populations qui sont durement Oui, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas se passer de toute forme d'aide. Il y a des moments, il y a des catastrophes naturelles souvent qui arrivent où vous avez besoin qu'on vous aide. Ça pourrait avoir une explication. Il y a des moments où on est dépassé par les événements. Il y a des moments où ce sont vraiment des crises terribles qui viennent même de la nature, qui ne viennent pas des hommes, mais qui viennent de la nature. À ce moment, peut-être, on peut accepter de l'aide. Je l'admets. Mais continuer chaque fois de façon éternelle à vouloir de l'aide, à être dans l'assistanat, à être dans la dépendance, à se dire que pour construire des routes, pour construire des écoles, pour construire des CSPS, pour vacciner nos enfants, il faut qu'on nous donne de l'aide, il faut qu'on nous apporte de l'aide. Ce n'est pas sérieux. Donc voilà pourquoi je dis que faisons la part des choses. L'homme ne peut pas dire qu'il peut se passer de toute forme d'aide. Non, ce n'est pas sérieux. On a souvent besoin de l'aide, mais aussi on a cette responsabilité sociale, cette responsabilité civile de refuser certaines aides si vraiment l'on est sérieux et l'on veut aller de l'avant. L'aide qui a consisté pendant des années et des années à nous dire, attendez, nous avons conçu un système, un modèle de développement pour vous. Et la plupart, vous m'excusez, moi j'ai eu des problèmes quand je faisais un master en sociologie quelque part, j'ai dit un certain professeur, mais non, on ne peut pas concevoir des programmes d'aide en Amérique, en France, ou bien quelque part, pour venir nous dire, voilà les problèmes que nous avons conçus pour vous, prenez ça et puis appliquez. Mais ça n'a marché nulle part. Vous êtes dans votre maison, au lieu qu'on vous apprenne comment vous devez vous manager votre maison pour pouvoir vous en sortir, on veut vous donner un plan de management de votre cours et de votre femme. Voilà comment vous devez gérer votre femme. Mais ça n'a jamais marché nulle part. Et c'est depuis ici que nous allons commencer à faire des miracles. Non, je m'excusez. Vous avez demandé la parole. Oui, moi je veux effectivement que l'on discerne deux choses. Il y a une question de sémantique dedans lorsqu'on parle effectivement de l'aide, mais il faut discerner deux choses. La première, c'est laquelle? C'est l'accompagnement, le soutien que l'on peut apporter, on peut s'apporter entre individus. Effectivement, à ce niveau, on n'effacera jamais ça. Parce que ça va effectivement de l'humanité. N'est-ce pas?
Et c'est ce qui fait qu'on accepte, lorsqu'on met de côté un peu la dignité et le pouvoir de chaque État lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, qu'il y ait un soutien en se disant qu'une autre fois, ça pourrait être moi effectivement qui vient en retour. Mais je ne crois pas du tout à l'aide entre les États. Mais ne croyant pas à l'aide entre les États, il faut ajouter une chose, qu'aucun pays ne peut penser vivre effectivement en autarcie. Ce n'est pas possible au niveau entre États. Maintenant, il faut un langage clair, qui est celui effectivement que chacun dise clairement ce qu'il attend de l'autre lors effectivement des négociations, de sorte que ce soit très évident. Je viens avec 2 chiffres dans 2 années différentes. Si vous prenez le Burkina Faso, sous 2020, oui, on peut dire effectivement que c'était le moment où l'aide n'avait subi aucune pression. Le Burkina Faso avait un budget de 1975 milliards en 2020. Il avait reçu en aide totale, incluant effectivement l'aide des États-Unis, 715 milliards. Ce qui faisait effectivement un rapport de 36%. Alors, quelqu'un qui vous finance à 36% a une légitimité de 36% dans la dictée de ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Et cette légitimité, oui, enlève à votre souveraineté. Et à partir de ce moment, il peut dicter ce que vous commandez, où vous commandez. Écoutez, regardez seulement les livres. Depuis longtemps, dans nos écoles, les bouquins que nous sommes en train d'utiliser pour nos enfants, ils ne peuvent pas être imprimés par nos imprimeries ici. Mais ils continuent effectivement d'être faits, indépendamment de leur quantité et de ce que ça nous coûte à l'extérieur. Et il va pour tous les domaines d'intervention qui sont touchés effectivement par l'aide, oui, et même au-delà. Ça doit s'arrêter. On doit avoir le courage de dire, vous prenez effectivement 2023. 2023, on peut dire que c'est là où effectivement il y a eu la pression. Parce que les bailleurs, les partenaires, comme on appelle effectivement les PTF, se sont retirés sur beaucoup de domaines. Nous étions, toute aide totale confondue, à 318 milliards. Et à près de 3014 milliards en termes de budget. Ce qui représente 10%. Oui. Ça veut dire que de 10% à 30%, à 36%, nous avons eu 26% de regain en légitimité récupérée, en souveraineté pour décider. Mais regardez ce qui est en train de se passer. On peut au moins penser que d'ici là, nos tomates vont être transformées sur place ici. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous continuons effectivement à dépendre de l'aide, plus notre capacité à assurer l'endogénéité de notre développement va être effectivement faible. Donc, plus nous parlons aujourd'hui de développement endogène, moins nous devons effectivement accepter l'aide. Mais c'est clair qu'après effectivement tout ce temps où nous avons été habitués à tenir la sébile, il y a au moins 3 grands problèmes qui se sont posés. Au niveau des gouvernants. Au niveau des gouvernants, si nous repartons par exemple en 2020, c'était quoi la tactique? C'était que consciemment ou inconsciemment, en budgétisant, on s'attendait effectivement à 715 milliards ou plus. Et donc, on délocalise ces 715 milliards pour faire effectivement de la jouissance pour les lubies et les hobbies. Et ça ne va pas effectivement dans le développement structurel, dans les investissements structurels. Et aujourd'hui, oui, on se dit effectivement ce qui est récupéré doit aller effectivement dans le développement. Donc, premier problème, l'esprit du gouvernement, qui fait effectivement que ça vient du dol, du pillage, etc. Deuxièmement, au niveau de la population. Et c'est là les effets pervers. Au niveau de la population, vous allez dans les villages, ils vivent en projet et en attente de projet. Projet Bronwa. C'est quel projet effectivement qui est arrivé là? Voilà. Et ils savent que c'est toujours investi à perte. Parce qu'on ne viendra jamais effectivement récupérer. Tout comme dans la politique, on dit que l'argent de la politique, il n'y a pas de redevabilité. Donc au niveau effectivement de l'argent des projets, il n'y a pas de redevabilité. Mais cette mentalité est grave. Elle est à... Troisièmement, il y a la grande difficulté que nous devons avoir, nous préparer
à laquelle nous devons nous préparer à faire face. C'est quoi? Vivre la réalité du pouvoir économique de notre pays à cet instant T. D'accord. Beaucoup de ménages ont 2 véhicules, hein, des motos pour chaque enfant, etc. C'est du vol, disons-le clairement. Parce que quand vous regardez effectivement, je ne parle pas des opérateurs économiques conséquents. Les opérateurs économiques conséquents, c'est eux qui doivent être riches, ils vont à Dubaï, ils font ci, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Mais un fonctionnaire, je prends même les magistrats qui sont les mieux payés aujourd'hui au Burkina Faso. Mais nous avons des familles où il y a 2 fonctionnaires. Monsieur est oui, fonctionnaire, madame est fonctionnaire. Non, je précise. Oui. Je dis, écoutez-moi très bien, notre pouvoir d'achat. Vous prenez 2 fonctionnaires, prenez même les 3. Même si les polygames, il y a 3 fonctionnaires, il y a 3 fonctionnaires à la maison. Ils ont 3 véhicules. La maintenance d'un véhicule, vous savez, effectivement, je ne vous apprends rien. 600 000 francs multipliés par 3, ça ne peut pas permettre effectivement d'assurer la maintenance de 3 véhicules, d'assurer le climatiseur, c'est du vol, c'est ce qui fait effectivement que nous utilisons notre appareil étatique. Il faut revoir tout ça et puis nous assurer effectivement que nous commençons à accepter nos conditions réelles de vie. Sinon la lutte contre la corruption, ça va être vain. D'accord. Je vous donne la parole, Monsieur Koulibaly. Et comment justement nous pouvons profiter de l'opportunité, hein, je parle d'opportunité parce que vous avez dit que le gel de l'aide américaine est une opportunité que nous offre Donald Trump. Comment les États africains peuvent saisir cette opportunité pour s'affranchir et enfin prendre leur destin en main? Mais dès que les pays africains ne disposeront plus de la manne dont on parle depuis le début de l'émission, ils seront bien obligés de trouver quelque part les ressources nécessaires au fonctionnement de leur État et aux besoins de leur population, notamment les besoins en protection sociale, les biens et services de première nécessité. Donc c'est là où ceux qui sont pour que cette aide qui vient donc des pays occidentaux et qui vient d'être suspendue par le président américain cesse totalement, oui, pousse dans le sens où il faut que cela constitue un électrochoc aux États africains. Et là, je paraphrase le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, qui justement a répondu à ces questionnements que nous avons ce matin, et avec ironie, il dit, mais pourquoi voulez-vous que l'aide vienne des États-Unis? Est-ce que vous payez vos taxes là-bas? Oui. Il a posé la question comme ça. C'est pour dire que, quelque part, il y aura des pertes immédiates, oui, pour certains projets qui étaient déjà en cours, qui avaient déjà planifié des activités, mais dans le fond, sur le plan global, il y aura du bienfait parce qu'on sera obligé de regarder les choses en face, oui, et de trouver les solutions qui tiennent effectivement sur nos propres ressources. Et c'est là où il faut voir que nos dirigeants ont été visionnaires, dès leur arrivée à la tête de l'État, d'appliquer la diversification des partenariats. Oui. C'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi ces partenariats-là, leur diversification était un bienfait pour nos pays. Parce que quand vous regardez les pays dans le monde, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la différence entre les pays occidentaux et nos nouveaux partenaires stratégiques. Je veux parler de la Chine, je veux parler de la Russie. Leurs modes opératoires sont totalement différents. Les transferts d'argent qui viennent d'un ministère dans nos ministères ici, pour qu'on fasse des ateliers à Koudougou, les Russes et les Chinois n'ont pas ça. Ils n'ont pas ces lignes-là. Il n'y aura pas cet argent qui vient d'eux. Donc il n'y aura pas d'atelier à Koudougou. Par contre, ouais, bon. Vous savez très bien de quoi je parle. Par contre, ils sont prêts à soutenir des secteurs de développement immédiat, oui, où nous allons exploiter nos richesses, oui, au cours que nous allons discuter avec eux, c'est-à-dire le prix du marché international de certains minéraux ou de certaines matières premières, et recevoir de l'argent que nous allons mettre dans notre budget. Oui. En ce moment, le transfert dont a parlé Gervais, qui faisait une part belle de 36%, oui, et parfois plus, aux aides directes internationales des pays occidentaux, il va se transformer en ressources propres du Burkina Faso, ce qui va aussi entraîner une meilleure, disons, responsabilité de nos dirigeants et de nos gestionnaires.
Parce que si les ressources viennent de nous, d'une part, les ressources naturelles, mais aussi les contributions que les populations font, la gestion sera forcément différente. Donc c'est là où la diversification des partenariats a été une vision qu'il faut saluer aujourd'hui. Et nous sommes là aujourd'hui à dire que l'aide a été suspendue du côté américain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il y en a qui sont convaincus qu'effectivement ça va mal se passer. Parce que l'argent a vu qu'on dépensait comme ça. Peut-être que c'est ça qui servait à payer les 3 véhicules dans les ménages. Non, mais je précise qu'il y a des ONG aussi qui se plaignent, hein, surtout ceux orientés au niveau de la santé, qui disent que voilà, l'humanitaire, la lutte contre le VIH-Sida, voilà, qu'il y a des populations quand même qui vivaient, dont la vie dépend. Oui, mais quand vous prenez le budget du ministère de la Santé, je pense que vous verrez que la partie qui était financée par l'aide n'était pas la plus importante. C'est le budget national qui assurait le plus important des transferts que le ministère de la Santé ou le ministère de l'Éducation font. Donc, pour moi, c'est dans ce sens qu'il faut maintenir le gouvernail. Il faut aller dans ce sens. C'est vrai que, bon an, mal an, le fait que nous ayons perdu certains appuis extérieurs de certains pays, notamment occidentaux, ça crée un petit temps mort dans le déploiement de certaines activités. Mais très rapidement, vous verrez que avec l'alternative qui a été trouvée, c'est-à-dire c'est basé sur nos ressources propres, nous allons avoir une approche qui va être plus valorisante, avoir nos ressources propres à nous, et ça va être plus durable, effectivement. Et notamment dans la gestion de la corruption, la gestion du gaspillage, etc. etc. Donc c'est une vision pour moi qui peut être salutaire. Et cette aide qui a été suspendue, en fait, n'est pas un mal, mais un bien pour nous. Alors, Siaka Coulibaly dit que c'est un bien, un grand bien pour l'Afrique, un grand bien pour les pays de l'AES. Comment justement tirer profit de ce grand bien, ce gel de l'aide américaine? Oui, c'est comme nous le disons, hein, lorsque l'aide devient une habitude et elle devient même à certaines conditions une imposition, quand on vous impose de vous aider, vous devez comprendre que la moralité du donateur pose problème. Sinon, l'aide, elle devrait se faire sans aucune forme de dictat. Alors que ce que nous observons, elle est même très régulièrement faite avec des sauts de chantage. On vous dit, si vous ne souscrivez pas à telle ou telle norme du donateur, si vous ne vous soumettez pas à ses humeurs du matin ou du soir, il peut à n'importe quel moment se désengager ou vous retirer tel ou tel fonds. Vous voyez, Donald Trump est une bénédiction pour l'Afrique, à la suite de Macron qui en est une grosse. Moi, je suis très heureux parce que Donald Trump est venu remettre à nu la grosse escroquerie de l'oligarchie blanche. Cette oligarchie blanche qui a voulu se mentir à elle-même en pensant que les politiques genre, transgenres et tout le reste étaient des normes qui correspondaient à leurs ambitions de population ou de repopulation. On se rend compte qu'il y a un chef d'État qui fait sa campagne politique sur quelque chose qui est basé sur ce que les Occidentaux avaient comme dernier trouvaille pour faire du chantage au monde entier. Un pays comme l'Ouganda s'est vu retirer l'aide de l'USAID parce que l'Ouganda dit que l'homosexualité est pénalisable selon mes coutumes, selon mes valeurs. Mais les États-Unis qui pensent que selon eux, c'est leur valeur, cela est normal, l'Ouganda ne leur a jamais imposé de sanctions. Voyez-vous comment l'Afrique montre toujours son avance d'État civilisé, même quand on vit dans un chaos conjoncturel, comme le qualifie Joseph Kizerbo. La précarité de nos États ne leur ont jamais enlevé leur grandeur et leur avance sur les plans éthiques et sur les plans de la dignité humaine tout court. Moi, je pense que cette aide vient libérer la démocratie africaine de l'ensemble de ses succursales de droits de l'homme
de liberté d'expression et de tout le reste, parce que en fait, le gel de l'aide vient effectivement nous permettre de bâtir, selon les normes de démocratie populaire en expérimentation dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, de bâtir notre propre opinion de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, sans plus jamais être sous la férule dictatoriale d'un programme d'aide internationale. Et ça va créer un déclic dans l'imagination de nos intellectuels et de l'ensemble de ces programmateurs sociaux qui, pendant longtemps, ont renoncé à leur devoir de penser pour leur population. Donc, on va reprendre en main le lexique du narratif, des concepts et de, enfin, engager un processus pour nous émanciper. Les bienfaits de cette action résident dans surtout le fait, et tristement, moi, personnellement, j'en souffre, quand tu prends certaines voix, tu vois un gros panneau qui exalte ton humiliation en tant que citoyen burkinabé africain ou burkinabé, où on te dit que, au fait, ce goudron sur lequel tu roules, il vient de la générosité, entre griffes, d'un peuple qui ne te connaît pas et dont son attitude historique a été de nier ton humanité par l'esclavage, la colonisation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui nous a fait subir ça, tout d'un coup, sans qu'il y ait eu procès, que les responsabilités aient été établies et qu'il ait été reconnu coupable, que l'esclavage est un crime, que la colonisation est un crime, qu'il n'ait pas épuisé sa peine, payer le lourd tribut de tout ce manque, se lève un beau matin et pour mes beaux yeux, veut m'aider. À te relever. À me relever. Et c'est pourquoi il faut, pour notre part, considérer que cette aide a été un facteur fort de déstructuration de nos économies pour les établir comme des économies de consommation sans initiative locale et compromettant toute politique d'industrialisation. On va vous dire, non mais vous n'avez pas besoin d'investir par exemple dans l'école ou même de faire une usine qui transforme votre coton ou votre cacao. Non, nous on va vous offrir des chocolats de Genève. Et on va même mettre ça dans un programme alimentaire. Et avec ça, on a sapé les fondements élémentaires de notre croissance en tant que peuple. Et il faut bien insister sur le fait que l'expression développement, c'est encore une invention de la suprématie américaine à la fin de la Deuxième Guerre, se positionnant comme ayant des routes et des hôpitaux et voulant donner des routes et des hôpitaux à l'Europe dont on avait tout bombardé, et par son aide et son assistance, on a créé l'expression développement. Mais elle n'est pas appropriée, c'est Joseph Kizerbo qui le dit. Personne n'est développé, et par rapport à qui ou à quoi on peut apprécier le développement de quelqu'un. Est-ce qu'un pays où il y a des gratte-ciel et où les gens se suicident et sautent du dernier gratte-ciel, et quelqu'un qui vit dans une case faite en banco, qui n'a pas de problème, qui n'agresse pas le climat, la nature, et qui vit et qui est en harmonie, même s'il a une culotte trouée, c'est à partir de quel élément est-ce qu'il est plus malheureux que celui qui se suicide? Alors que ceux que nous envions aujourd'hui ont une culture du suicide qui montre que le rendez-vous manqué du développement a bien et bel eu lieu. Et c'est pour nous l'occasion de réarticuler notre vision en se disant que si le Catwell américain nous a maintenus à l'école entre griffes, il a fait ça pendant 5 ans et qu'après 5 ans, le même programme américain n'a pas aidé à développer des plaines, à avoir des moyens de transformation agricole poussés pour prendre la relève du Catwell américain, c'est que ce n'était pas une aide, c'était un programme d'incitation à la paresse. Oui, certainement, madame. Le sujet est très passionnant. Oui, je vous pose la même question. C'est un sujet très passionnant. Je pense que, comme le grand frère Koulibaly a dit, la suspension de l'aide est une très bonne chose. Vous savez, ça va responsabiliser les Africains. Vous m'excusez, qui, de par le passé, semblait être, vous m'excusez, irresponsable. Ça va nous responsabiliser. Ben là, après un exemple qui m'a beaucoup touché, parlons même de liberté d'expression. Vous savez, c'est l'aide qui finance la liberté d'expression. On a dit aux Africains, le développement, c'est pas étape par étape. Se développer, ce n'est pas ressembler à quelqu'un.
On nous a vendu un développement civilisationnel, alors que ce n'est pas ça le développement. Le développement est identitaire. Le problème, nos intellectuels ne lisent pas. C'est ça le problème. Ils font des diplômes, ils ramassent des diplômes, mais ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Le développement est identitaire. Les secrets dans les livres. Non, ils n'ont pas la capacité de raisonner et de prendre en main leur destin. Le développement est identitaire. Nous, les Blancs, sont venus nous dire que se développer consiste à être comme l'autre. Nous avons besoin de ressembler aux Blancs pour faire quoi? Est-ce que nous avons la même société? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Est-ce que nous sommes dans les mêmes contextes? La suspension de l'aide au développement va pousser les Africains à prendre en compte ce qu'on appelle les priorités en matière de développement. Il faut d'abord se manger, il faut se soigner, il faut rouler sur des routes, il faut avoir des écoles pour nos enfants. Mais ici, l'aide au développement a financé des beaux parleurs, des gens qui ne savent que faire de la rhétorique, des gens qui vantent la liberté d'expression. Vous allez voir, tous ceux qui sont là en train de nous fatiguer avec la liberté d'expression, ils vont se taire quand ils n'auront plus à manger. Parce que c'est l'aide au développement qui finance cette liberté, c'est l'aide au développement qui finance cette liberté d'expression. Non, madame, soyez sérieux. Nous devons mettre l'accent sur des priorités parce que le développement, c'est une question de priorité. Moi, je ne peux pas être là, je n'ai pas à manger. Je n'ai pas une école où envoyer mon enfant et quelqu'un va venir me dire que droit de l'homme, liberté d'expression, ce n'est pas sérieux ça. La suspension de l'aide aussi va faire que de telle sorte, les populations elles-mêmes vont prendre en main leur destin. Prenons le fonds de soutien patriotique. L'argent qu'on a eu juste pour le mois de janvier, nous avons 13 milliards. Pour ce mois de janvier, nous avons 13 milliards. Est-ce que vous pouvez imaginer que les Burkinabés en même mois étaient capables de cotiser 13 milliards? Ces 13 milliards-là, quelqu'un qui va rentrer là-bas enlever 10 millions ou 20 millions pour aller chercher une V8, il va quitter Ouaga. Parce que les gens ne vont pas cotiser leur argent et quelqu'un va prendre pour aller dépenser, faire de n'importe quoi. Mais quand c'était l'aide au développement, on dit que ce sont les États-Unis qui ont donné. C'est la Banque mondiale qui a donné. C'est FMI qui a donné. Les gens prennent l'argent, ils dilapident, les gens sont là assis, que c'est l'argent de l'État. L'État n'a pas d'argent. L'État, qui vous a dit que l'État a de l'argent? L'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du peuple. Quelqu'un ne peut pas prendre l'argent de l'État, aller faire ses folies, pour ne pas dire ses phobies, pendant qu'on a besoin de routes, ou bien on a besoin d'eau potable dans un quartier. Donc, grosso modo, merci à Donald Trump, merci à Macron. En fait, ce sont les messieurs de l'Afrique en réalité. Du fait qu'ils sont arrivés au bon moment, c'est bien pour l'Afrique. Nous allons nous responsabiliser, nous allons souffrir, nous allons traverser des difficultés, mais nous allons prendre notre destin à main. Mais je vous dis, madame, quand j'étais jeune enseignant, je suis allé dans une école de formation, où on nous a dit que l'école de formation était construite par les Pays-Bas. Et nous, on applaudissait. Mais comment vous pouvez mettre votre enfant au monde? Et c'est quelqu'un qui vous donne l'argent pour son éducation, et vous applaudissez. C'est un faux départ. L'éducation est un domaine régalien. Il appartient aux États de prendre en main leur système éducatif et non pas un système éducatif qui est financé par des pays extérieurs. Mais s'il ferait votre système éducatif, c'est pour enseigner les valeurs qu'ils voudraient et non pas les valeurs que votre pays voudrait. Donc, franchement, je crois que Trump est très généreux. Il va nous permettre de nous responsabiliser, d'être autonome et de nous assumer. Et je pense qu'on va souffrir, mais les lendemains sont meilleurs. Comment bénéficier et profiter de la générosité de Trump? En fait, d'abord, il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que le développement. Et il a alludé à ça tantôt. Je pense qu'il y a quelqu'un comme Maslow qui, sur la base effectivement d'une échelle qu'il a établie à 5 marches, qui commence effectivement par les besoins physiologiques, qui monte effectivement sur les besoins de sécurité. Et si on regarde effectivement rien que ces 2 premières marches, vous voyez que notre population est étalée à la première. Et qu'on ne parle même pas de pyramide chez nous. On parle d'une pointe qui est arrêtée. Parce qu'au-dessus, pour ceux effectivement qui se réalisent et qui s'accomplissent, on les compte sur le bout des doigts. Mais c'est ça qui pose de grands problèmes effectivement ici. Surtout que tous ces gars qui sont à la base, ils n'aspirent effectivement qu'à un modèle occidental. Donc la souffrance devient encore plus grande. Il faut, et c'est déjà parti dans ce sens, que nous travaillons à la sécurité alimentaire. De sorte que les gens puissent manger effectivement à leur faim. Que nous cherchions effectivement à résoudre le problème de l'eau. Parce que sinon, nous n'avons même pas de producteurs d'abord. Puisqu'ils ne peuvent même pas manger, ils n'ont même pas à manger assez. Ils n'ont même pas à boire. Sur quoi effectivement donc, nous devons d'abord, sur cette base-là, travailler à investir beaucoup au niveau de la première marche. Et travailler à l'éducation
l'éducation incluant effectivement le changement de mentalité. Et à ce niveau, la décision effectivement de Trump, accompagnée par la mégalomanie effectivement de Macron, va amener les gens, qu'ils le veuillent ou pas, à se décomplexer. Et c'est ça qui va nous amener à ce que j'ai mis dans le gros paquet, d'assurer l'exigence de l'endogénéité de notre développement. Pourquoi j'ai dit que c'est un gros paquet? C'est un gros paquet. Ça inclut quoi? Bon, nous étions en train de rigoler effectivement sur l'histoire de la voiture, mais si on reste effectivement sur l'histoire des voitures, bientôt, les gens vont aller voir effectivement les cordonniers qui coupent les pneus là pour fabriquer leur rotule. Au lieu de commander effectivement leur rotule pour, de Paris, et ça va amener effectivement les gens à s'améliorer. Et c'est juste à s'améliorer. Parce que nous avons fait un saute-mouton. Donc nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas avancer parce que nous avons fait un saute-mouton et nous sommes devenus des consommateurs. Prenez par exemple certains directeurs qui sont dans leur bureau, ils ne savent même pas comment fonctionne la première formule de Excel. Mais lorsqu'on va dire effectivement qu'on va commander un ordinateur pour le directeur, alors il va dire c'est Pentium combien? Moi si ce n'est pas Pentium 4, je ne veux pas. Et il ne va même pas l'utiliser à 1%. Trouvez-lui une calculatrice. Tu as besoin effectivement de faire ça et on va économiser effectivement, avancer. Là où les gens auront besoin de ça, c'est au niveau de la recherche. Et investissons beaucoup dans la recherche pour pouvoir faire en sorte que les semences, l'aliment de volaille, comme effectivement vous êtes en train de commander beaucoup d'aliments de volaille, que l'aliment de volaille puisse être effectivement traité sur place. C'est ça l'endogénéité qui va nous amener à pousser. Qu'on produise du maïs, mais c'est par là qu'on commence. Donc en fait, et puis, c'est clair que peut-être les jours à venir, il va y avoir de la grogne. Parce que les travailleurs vont dire, nous avons des acquis. Et on ne revient pas effectivement sur les acquis. Et vous avez vu qu'il y a effectivement une belle initiative qui est partie, qui est la relance de la négociation avec les travailleurs. Et ce qui est, le lien que je vais faire, c'est que c'est très salutaire qu'ils aient salué la dénonciation des accords et l'expédition effectivement de... Mais ça a un prix. Mais maintenant, ils ont dit aussi quelque chose qui est juste. Ça veut dire qu'ils veulent voir que leur sacrifice produit quelque chose. Donc, dans tous les sens, ça va amener à une entente. Pour qu'on se dise, il faut que nous acceptions le sacrifice pour nos enfants demain. Parce qu'il y a des gens, je pense même qu'il faut qu'ils demandent des autorisations pour faire des enfants. Ils font des enfants, ils sont politiciens, les enfants sont drogués. On doit les envoyer en justice. Parce qu'ils créent des problèmes pour la société tout en pillant. N'est-ce pas? Ils sont effectivement là, ils rendent effectivement les femmes ou les maris fous. Ces gars-là doivent être convoqués. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne penses pas effectivement à la progéniture, c'est de l'irresponsabilité. Okay. Et c'est ça qui crée le problème dans la société. On va dire que le temps qui nous est imparti est épuisé, karma, mais je vais vous permettre de vous prononcer sur un dernier point, 1 minute par personne. Et quelle réponse donner à un donateur, à un investisseur qui veut aider l'Afrique? Je commence par Adama Sigiri. Oui, c'est ce que j'ai dit, madame. On ne va pas fermer les portes de toutes les aides. On ne va pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide. Non. Si un investisseur veut aider l'Afrique, veut aider le Burkina Faso, particulièrement le Burkina Faso, mais il appartient aux autorités de dire à cet investisseur-là, voilà nous nos domaines de priorité. Nous voulons que l'aide soit orientée dans ce domaine-là. Ben, si la personne dit que non, moi je ne peux pas vous aider là-bas, moi je peux vous aider dans ce domaine-là, mais que la personne reparte avec son aide, c'est ça le problème. Ce qui pose le problème, c'est le fait que par le passé, les programmes même sont tracés de là-bas, en Europe ou bien en Amérique, et quand ça vient ici, on veut seulement appliquer. Nous, on veut vous aider ici, alors que vous n'avez pas besoin d'aide dans ce domaine-là. Donc, si un investisseur vient, et la partie aux autorités de lui dire, voilà où vous devez investir. Si la personne n'est pas contente, bien, que la personne n'est pas. Merci, Siaka Koulibaly. Oui. Comme on l'a dit, l'aide, pour ceux qui l'ont étudié de près, la problématique qui se pose avec l'aide, c'est sa conditionnalité. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir de l'aide. Dans un premier temps, c'est l'aide qui correspond à un besoin précis que vous-même vous avez exprimé, ce qu'il faut vérifier. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas une conditionnalité qui ne vous arrange pas. Or, l'aide que nous avions reçue dans un certain cadre jusqu'à présent, c'était une aide conditionnée et qui nous a imposé des modèles de vie, des modèles d'organisation de la société. Vous vous rappelez le discours de la Baule de François Mitterrand, où ça a été clairement dit qu'à partir d'aujourd'hui, pour que vous recevez de l'aide publique au développement, il va falloir faire la démocratie libérale. Multipartisme, élection, liberté de la presse, ainsi de suite. Et les juges, voilà, les juges tout-puissants. Donc, cette conditionnalité, on l'a acceptée. On a fait des
conférence nationale souveraine, on a adopté des constitutions, le modèle démocratique, et par la suite, on est venu augmenter la conditionnalité avec le modèle du genre qu'au départ on a pris comme violence faite à certaines catégories. Femmes, principalement. Bon, on a pris ça comme ça au départ et on s'est rendu compte qu'en réalité, la notion de genre est plus profonde que ça et ça porte même sur l'identité. Oui. On n'est plus un homme ou une femme de naissance, mais on est un homme ou une femme parce qu'on se sent tel ou pas. Donc on a voulu nous imposer ça il n'y a même pas très longtemps. Heureusement, comme on l'a dit, ce n'est pas seulement la suspension de l'aide qui est intéressante chez Donald Trump, c'est aussi son combat contre cette vision civilisationnelle, où il n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'on impose aux gens une certaine vision du monde, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il s'est associé avec Elon Musk, qui lui en fait un combat précis, parce qu'il a un enfant qu'on a transformé, qui était un garçon qu'on a transformé en femme, et qui combat donc ce groupe-là. D'accord. Voilà. Imhotep Bayala. Oui, non, je pense que pour échapper véritablement au rélan idéologique, au contenu culturel et civilisationnel de ces aides-là, il faut créer pour nos pays des institutions arbitres des dons, legs et autres charités internationales. Il faut que, je ne sais pas si la direction des grands investissements, ou comme on l'appelle, des grands projets logés au niveau de la présidence, si c'est eux qui centralisent et qui sont l'interlocuteur entre tous ceux qui veulent investir au Burkina ou qui veulent faire des dons de quelque nature, que ce soit centralisé et que personne ne parachute pas au Burkina et se présente dans un village et commence et choisit un domaine de son choix et il commence à dérouler son programme. Je pense que sous la Révolution, les ONG, par exemple, avaient été centralisées et que c'est l'État qui définit, selon lui, ses besoins de faire évoluer tel ou tel secteur, le lieu ou le cadre dans lequel les ONG doivent agir ou intervenir. Et donc, quand vous venez avec un investissement ou des financements, c'est le gouvernement qui définit l'exploitation des ressources logistiques ou financières que vous envoyez. Il faut que nous parvenions à cela et je pense que ça va être le garant ultime pour nous permettre non seulement de ne pas fermer la porte aux rares généreux, mais aussi d'échapper aux manipulateurs, aux chanteurs qui viennent avec l'aide dans le but de nous dénaturer, de nous transformer à leur guise. Nous terminons avec Madame, pour moi, sauf les pays, les donateurs individuels qui viennent à titre caritatif ou religieux philosophique pour dire que, par exemple, on donne des dates parce qu'on veut négocier le paradis. On vient effectivement dire, bon, on va vous donner si, parce que nous pensons effectivement que avec une église ou une mosquée ici, nous allons effectivement être mieux reçus au ciel et on va être tranquille dans notre âme. Là, il n'y a pas de problème. Ça va être avec les confessions religieuses, etc. Mais même là, il faut effectivement un regard clair pour éviter effectivement du terrorisme ou effectivement de la récupération. En dehors de ça, il n'y aura personne qui va venir généreusement pour dire effectivement on veut faire ça pour vous. Ça c'est du rêve. Et il faut justement que nous enlevions ça de nos têtes. Les autres, tout le monde dit nous faisons effectivement du commerce. Alors faisons du commerce. S'ils viennent, ils vont venir avec un projet, avec effectivement un business plan. Nous devons avoir de la planification et reviser nos institutions, de sorte que nous ayons effectivement des institutions qui reçoivent, qui analysent sur la base de notre planification, qui dit nous avons besoin de ci, là. Par exemple, on est en train de dire que nous voulons faire de la tomate. Nous allons avoir besoin effectivement de commercialiser. Si quelqu'un vient effectivement des États-Unis ou là dit effectivement nous pouvons enlever vos tomates, nous allons les envoyer effectivement en Arabie Saoudite. Voilà là en gros comment nous... Et ça c'est examiné. Maintenant, si on voulait appeler ça aide, non, appelez ça aide. Mais ça doit être clair que c'est en affaire entre les États que ça doit fonctionner. Et puis, travaillons à ce qu'il n'y ait aucune mauvaise gestion du peu que l'on a. Parce que le tout, ce n'est pas ce que l'on gagne. C'est comment on gère ce que l'on a. Si effectivement vous avez 1975 milliards, et puis vous dites effectivement on a de l'aide
de 715 milliards, mais vous avez laissé passer effectivement dans l'assiette fiscale que vous devez relever, vous avez laissé effectivement 300 millions volés. Bah, c'est déjà perdu. Gérons très bien ce que nous avons dans la transparence, la redevabilité, et tous les Burkinabés seront partants pour préparer l'avenir de leurs enfants demain. Parce que le souci, ça doit être demain, les enfants. Merci à tous, monsieur, pour vos différentes contributions. Merci à Gervais Nadambega. Alors, il est ingénieur de développement rural. Merci à Siaka Koulibaly, analyste politique. Merci à Imhotep Bayala, coordinateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Et enfin, merci à Adama Sigire, enseignant. Alors, question majeure se referme pour ce soir. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres numéros sur les antennes de la télévision du Burkina. Bonsoir.